il y avait un sondage récemment sur le grand remplacement. Il s'avère qu'une majorité des Français partageaient cette vision. Vous dites complotiste d'extrême droite, incitant à la haine. Le problème, quand vous avez une majorité de la population qui adhère à ça, non. Mais puisque vous l'évoquez, c'est effectivement une théorie du complot. Oui. Une théorie du... Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une théorie du complot. J'ai un petit peu de mal à comprendre ça suppose l'existence d'une conjuration délibérée. En tout cas, aujourd'hui, 25% des naissances des nouveau-nés sont issus directement de l'immigration extra-européenne. C'est un phénomène extrêmement nouveau, extrêmement rapide. En tout cas, si l'administration française ne le souhaite pas, disons que c'est bien limité, parce qu'en tout cas, elle le laisse faire. Le citoyen français est complètement dépossédé de son destin. Le seul choix qu'on lui laisse, c'est de choisir l'équipe qui va le tondre. Ta gueule le mouton ! Donc voilà, enfin, votre argumentaire est assez éloquent. On va trouver les moyens juridiques, légaux, moraux, pour l'empêcher de reprendre le contrôle de son destin, simplement en disant... nous, on se base sur du droit, on se base sur la morale, on se base sur un tas de choses pour vous expliquer ce qui est bien pour vous, et puisque vous votez mal, eh bien on va vous interdire de voter pour tel ou tel candidat, parce qu'il n'est pas comme nous. Il y a des différences, et on constate que, par exemple, l'immigration d'origine africaine connaît, elle, des difficultés partout où elle est représentée. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas du tout la majorité de cette immigration qui est concernée, mais ce qu'on peut appeler une minorité invalidante en quelque sorte, qui est extrêmement surcriminalisée et qui pose des problèmes de capital social conséquents et très difficilement solubles partout où un pays est confronté avec une immigration importante de cette nature. C'est un constat. Je ne serais pas étonné qu'on constate que, et ça serait attesté, que quand on parle de criminalité de délinquance autochtone, vous voyez, si on enlève la variable immigration, on va constater que c'est plutôt des gens qui viennent de milieux populaires et, parce que ça suffit pas, extrêmement désocialisés, familles gravement dysfonctionnelles, etc., etc. Et dans ce cas-là, l'immigration n'est toujours pas un facteur causal. Si un journal télévisé ou un magazine ou un journal a comme ligne éditoriale de systématiquement parler des homicides à chaque fois qu'ils se produisent, on va se retrouver avec 3 sujets par jour, ce qui va donner l'impression fausse que on est saturé d'homicides dans ce pays et que donc c'est un pays qui est en mexicanisation, qui est à feu et à sang, etc. Quelle est la proportion de la population qui n'est pas touchée par les phénomènes dont on parle? Donc ça va être les vols, les violences physiques, les violences sexuelles, etc. Et on est systématiquement à entre 95 et 99% qui ne sont pas touchés. Donc oui, c'est faible. Attendez juste... Sur un an, c'est pas si faible. En fait, alors si 5% de la population, c'est beaucoup. On devrait comparer le niveau de médiatisation des problèmes d'insécurité et le niveau de médiatisation des problèmes de chômage. Alors que dans un cas, ça touche une personne sur 100, l'insécurité, et dans un cas, ça touche une personne sur 10. Donc vous voyez, parce que si se faire violer ou tuer ou planter, c'est pas exactement la même chose du point de vue du public aussi. On peut le comprendre. Mais en termes de phénomènes qui touchent ou pas quantitativement la population, on constate, à mon sens, un biais de type effet de loupe sur les sujets d'insécurité au détriment des sujets économiques et sociaux, alors qu'ils touchent plus de monde. À ma connaissance, les seuls pays qui contrôlent l'immigration sont des pays qui ont littéralement construit un mur avec des miradors, etc., barbelés, etc. Ce sont les seuls. La Corée du Nord contrôle l'immigration, je suis d'accord. C'est un constat. Aussi, par exemple. L'Australie, parce que c'est une île et parce qu'elle coule les bateaux, littéralement. Et parce qu'elle a des camps de... Pardon de le dire comme ça. Elle a dit qu'elle coulerait les bateaux. Non, c'est arrivé. Elle n'a pas coulé avec les gens dedans. J'entends bien, mais elle coule les bateaux. Et elle a raison de le faire. La démocratie, la République fait croire au peuple qu'il est souverain et qu'il peut disposer comme il l'entend de ses terres et de son destin. Et moi, j'ai toujours pensé qu'au bout de la pensée de gauche, en général, il y avait cette idée de confisquer au peuple sa souveraineté, sur le point de vue migratoire notamment. Donc là, au moins, je trouve que, vous le dites clairement, le Front National n'a pas existé parce que ce parti a une ligne anti-immigration, il me semble, vous allez peut-être préciser votre pensée là-dessus, mais en gros, toujours est-il que vous voulez censurer le peuple en quelque sorte. C'est-à-dire il peut avoir un parti, il peut avoir son opinion du moment qu'il vote pour ceux qui pensent comme vous. Non, mais c'est pas la même chose. C'est à peu près ça quand même. Non. Les gens votent ce qu'ils veulent dans le champ qui est autorisé par la loi. Dans le champ qui est autorisé par la loi. Mais c'est le cas à l'heure actuelle, je vous signale. Simplement, la loi n'est pas appliquée, hélas, et donc le Rassemblement national n'est pas interdit alors qu'il devrait l'être. Vous avez en 1945,
un philosophe autrichien qui s'appelle Karl Popper, qui a écrit un livre qui maintenant est un classique, qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis, dans lequel il a théorisé ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Son interrogation, c'était la démocratie de la République de Weimar, elle a toléré les nazis, et la démocratie de Weimar, elle a été détruite par les nazis une fois que les nazis sont arrivés au pouvoir. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Elle les a pas interdits. C'est ça, elle les a pas interdits. Et ils ont fini par se retrouver au pouvoir, et quand ils se sont retrouvés au pouvoir, ils ont été interdits dans certaines régions. Enfin, c'était plus compliqué que ça, vraiment. Non, mais à un moment, ils sont bien arrivés au pouvoir. Oui. Ils se sont bien présentés en toute légalité aux élections. Ils ont fini par gagner. Et quand ils ont gagné, ils ont fait péter la démocratie. Je suis pas sûr du tout que les interdire ait suffi. Non, mais Hitler a fait de la prison. Oui, tout à fait. Je vous dis pas que c'était un chemin semé de pétales de rose, c'est pas ce que je vous dis. Mais je vous dis juste que le parti n'a pas été interdit. N'importe quel avantage qui va être octroyé à tel ou tel, à tel groupe, à tels individus, n'importe quel. Je parle pas que des avantages sociaux, mais des niches fiscales ou je sais pas quoi. Si on veut une société à peu près apaisée, il faut cette égalité radicale pour le coup. Vous êtes communiste, je sais. Non, mais attention. Laurent Burton est communiste. J'ai pas dit Ce l'égalité des individus. Moi, je suis moins radical que vous. J'ai pas dit l'égalité des individus. Moi, je suis banalement socialiste. J'ai dit l'égalité radicale devant la loi. C'est-à-dire que l'État n'a pas à donner à qui que ce soit plus qu'à n'importe quel autre. Vous voyez l'idée égalitaire, carrément. La démocratie, pour moi, se résume à tenir le peuple éloigné du pouvoir le plus possible. Et quoi, alors on va mettre en place tous les artifices du droit. Non, mais c'est un constat que je fais. Je dis pas que j'ai la clé vers le régime parfait. Je pense que juste notre régime-là est extrêmement mauvais. Par quoi on remplace la démocratie représentative ? Je ne souhaite évidemment pas qu'on la remplace par une dictature. J'ai 4 propositions précises. La première, c'est qu'on passe son vote obligatoire. Deuxièmement, ce que les Gilets jaunes appelaient le RIC-Carl, référendum d'initiative citoyenne, constitutionnel, abrogatif, révocatoire, légiférant. Ce qui veut dire en clair que on veut changer la Constitution, on veut changer une loi, on veut virer quelqu'un en tant que responsable politique, on peut par référendum en déclenchant une pétition. Troisièmement, une assemblée nationale de 500 citoyens tirés au sort, on n'a plus du tout de politiciens professionnels, c'est eux qui débattront et établiront les lois. Et enfin, le gouvernement donc sera un gouvernement collégial, aux ordres, j'ai bien dit aux ordres, pas sous contrôle, aux ordres de cette assemblée citoyenne. Si tout s'effondre, ça se passera pas bien, mais guerre civile, c'est toujours pareil, ce sont des camps constitués qui s'affrontent. Moi, je vois plus ça comme une guerre, la prolongation de la guerre de tous contre tous, à laquelle on assiste aujourd'hui par des moyens politiques, mais ce sera pas une guerre civile au sens traditionnel, le camp des bonnets rouges contre les gilets blancs, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ce sera beaucoup plus bordélique que ça. Alors, si la question est va-t-on vers une guerre civile, est-on à l'aube d'une guerre civile, je réponds non parce que je n'y crois pas à court terme dans les pays riches. Pourquoi ? Parce que les gens vont suffisamment bien pour ne pas aller jusque-là. Je pense que ce qui décrit le mieux l'avenir des pays riches à moyen terme, c'est le genre de science-fiction qui s'appelle cyberpunk. Et si on raisonne à plus long terme, malheureusement, je suis désolé de dire ça, vraiment. Je pense que des choses comme Mad Max Fury Road, ou le genre de science-fiction post-apocalyptique en général, voit juste sur ce qui attend non pas nous, générationnellement, mais plutôt la génération de nos enfants.